L'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale de l'Euro en battant la Belgique 1-0 et affrontera le Portugal. C'est le programme de l'épisode 16. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balle au pied. Très heureux de vous retrouver pour évoquer la suite des huitièmes de finale avec aujourd'hui le tant attendu France-Belgique et le Portugal qui était opposé à la Slovénie. Débrief tardif, parce que le Portugal est allé jusqu'au tir au but. Au bout de la nuit, le Portugal a arraché sa qualification. On en parlera rapidement en fin de débrief. Ce débrief sera essentiellement dédié au match de la France et de la Belgique. D'ailleurs, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet en évoquant cette équipe de France qui s'est donc imposée 1-0 au bout d'un match assez ennuyeux. On va pas se mentir, une des purges de l'Euro. On a vu deux équipes voilà, ne pas vouloir prendre trop de risques, mais au final, l'équipe de France s'impose et se qualifie. Avant de rentrer un peu plus dans le débrief, évoquons les compositions d'équipe avec, d'un côté, le fameux 4-4 de losange de l'équipe de France que Didier Deschamps avait travaillé ce week-end, selon l'insider français, et de l'autre, un Tedesco qui a fait des choix, reculer De Bruyne et faire entrer Carrasco au milieu de terrain en lieu et place de Tillmans, pour laisser devant un trio Doku, Lukaku, Openda, en lieu et place de Trossard, De Bruyne un petit peu enlevé de son poste de numéro 10, mais ça, c'était les compositions UEFA. Mais en réalité, ça a été bien différent. Du côté de la Belgique, on était plus sur un 4-4-2 bien compact qui a décidé de laisser le ballon à l'équipe de France. C'était une volonté de Tedesco. C'est d'ailleurs Kevin De Bruyne qui l'a dit en conférence de presse après-match avec un donc de Kevin De Bruyne dans le double pivot avec Onana, Doku et Carrasco sur les côtés, une attaque Openda-Lukaku qui n'a jamais été utilisée, Openda qui a joué à peine un quart d'heure durant l'ensemble de l'Euro et qui là est propulsé et titulaire, le joueur de Leipzig, une équipe de Belgique donc qui a énormément subi face à une équipe de France qui, en phase défensive, était dans un genre de 4-3-3 un petit peu avec Griezmann sur un côté, ce qui est quand même assez rare pour le souligner, lui qui n'a pas joué sur un côté depuis très longtemps en équipe de France, ça doit remonter à l'Euro 2016, voire la Coupe du Monde 2014, mais dans un poste défensif, avec un Kanté qui lui n'hésitait pas à sortir un petit peu de ce milieu à 3 avec Rabiot Tchouaméni pour aller presser Kevin De Bruyne qui lui n'hésitait pas à redescendre bas vers sa défense centrale pour ensuite mieux pouvoir, j'ai envie de dire, envoyer des longs ballons devant vers Romelu Lukaku, mais en phase offensive, l'équipe de France changeait complètement avec un Tchouaméni qui descendait en tant que troisième défense centrale, mais plutôt axe gauche pour laisser Saliba au centre et Upamecano à droite. On avait un double pivot Rabiot Kanté et devant Théo Hernandez et Jules Koundé un petit peu au même niveau. Les deux latéraux ont énormément participé au jeu français. Pour Théo Hernandez, ce n'est pas si étonnant, mais pour Jules Koundé, qui ne l'a pas tant fait, qui n'est pas connu pour ses qualités de projection, eh bien, là, souvent fait, on avait Mbappé et Griezmann juste derrière Thuram, une belle manière pour l'équipe de France d'occuper l'ensemble des demi-espaces et de pouvoir au mieux combiner face à un bloc assez bas. On sait qu'évidemment, un jeu rapide permet, j'ai envie de dire, de casser ce verrou, mais ça n'a pas été vraiment le cas. Puis on a une équipe de France qui a eu beaucoup de mal à créer le jeu. Elle va d'ailleurs même, pendant 20 minutes, après 20 minutes d'un ennui profond, subir la première grosse situation belge sur un coup franc obtenu par Kevin De Bruyne pour une faute d'Antoine Griezmann qui a pris un carton jaune, juste après celui de Adrien Rabiot qui d'ailleurs sera suspendu pour le quart de finale. Gros coup dur pour les hommes du Deschamps. Coup franc fort de Kevin De Bruyne tiré devant le but et Mike Maignan d'un magnifique réflexe du pied va empêcher le ballon de rentrer au fond. Ça a donc déjà une première grosse occasion pour la Belgique qui en avoir une 4 minutes après, où j'ai envie de dire sur la première vraie incursion de Jérémy Doku, il va lancer Loïs Mpenda qui va se jouer du magnifique fin de corps d'Upamecano, il va se centrer en retrait pour Carrasco, mais sa frappe va être contrée par Théo Hernandez, avant qu'on rentre dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, où l'équipe de France va ultra dominer ce dernier quart d'heure, sans pour autant être réellement dangereux, mais exercer un fort pressing. Les Belges vont vraiment jouer dans leurs 30 mètres avec des ballons récupérés très haut par Kanté ou Adrien Rabiot, un milieu de terrain qui a été plutôt bon par séquence, même si on l'a senti offensivement avec un manque, on va dire, de créativité et un manque de prise de risque, avec Aurélien Tchouaméni qui lui joue vraiment comme problème central et qui n'est jamais vraiment monté, j'ai envie de dire, même si justement dans le dernier quart d'heure, il est plus monté avec une ligne de défense Saliba ou Pamecano qui était très haute au niveau de la ligne médiane, et ça va amener à la première grosse situation française, Aurélien Tchouaméni, donc en troisième centrale, qui va faire un magnifique renversement côté droit pour Jules Koundé, qui, comme je l'ai dit, n'a pas hésité à monter. C'est d'ailleurs intéressant, parce qu'on voit sur cet angle, on voit le départ, la transversale de Tchouaméni, on voit devant, on va dire, ses postes avec, dans le soleil, je sais pas si vous voyez, mais on a Hernandez, à sa droite, on a Kylian Mbappé, au centre, on a évidemment Marcus Thuram, Antoine Griezmann sur la droite de votre écran, avec juste en dessous N'Golo Kanté qui était plus haut que tout de même dans le double pivot que Adrien Rabiot que l'on voit à gauche de l'écran, et Koundé voyant en haut à droite avec un petit peu le cinquième élément de ce 3-2-5 offensif. Et donc
Koundé va faire un magnifique centre tendu pour Marcus Thuram, mais sa tête va passer à côté du but de Castells. Dans la foulée, on va avoir Aurélien Tchouaméni qui va dégainer une énorme frappe aux 30 mètres, mais sa frappe va passer à côté de la lucarne de Castells. Une donc très très bonne fin de mi-temps pour l'équipe de France, avec en point d'or cette dernière situation sur un corner joué à deux. On a un Mbappé qui va se jouer et de Jamie Doku et de Yannick Ferreira Carrasco. Il va réussir à, j'ai envie de dire, se séparer du pressing de Jérémy Doku. Jérémy Doku qui est à ça de faire faute dans la phase de réparation. Kylian Mbappé va réussir à décaler en retrait pour Tchouaméni qui malheureusement va perdre son appui et donc sa frappe va se dérober au-dessus du but de Castells. Mais donc une très bonne fin de première mi-temps pour l'équipe de France, mais on a quand même vu une équipe de France qui a eu beaucoup de mal dans le jeu à se créer des situations avec des erreurs techniques, notamment Antoine Griezmann qui a vraiment ce rôle où il doit coller la ligne en phase défensive et on le voit à une ou deux reprises ne pas faire le repli nécessaire. On voit également un Jules Koundé parfois qui n'hésite pas à rentrer intérieur pour le jeu offensif et notamment laisser Antoine Griezmann coller la ligne. Antoine Griezmann qui a raté de nombreuses passes vers l'avant, de nombreuses déviations. Il a aussi souvent ralenti les offensives françaises des transitions, ce qui a parfois pu agacer les spectateurs et moi le premier devant le match. On a Marcus Thuram absent, qui se fait énormément bouger dos au but. Il essaie de faire un petit peu le même jeu que Lukaku, mais malheureusement pour lui, il n'a pas le même physique que l'attaquant en belge. Et on a un Kylian Mbappé qui n'arrive pas à vraiment créer de différence, ni même de trouver un petit peu de relation technique avec Théo Hernandez, même s'il a réussi par séquence à le trouver, mais pas assez pour que la France puisse être dangereuse. La seule, j'ai envie de dire, chose positive, c'est qu'on a une équipe de Belgique qui est absolument inoffensive, qui a accepté de subir, de jouer dans ses 30 mètres et d'essayer de prendre l'équipe de France en transition. On a eu plusieurs fois Kevin De Bruyne descendre très bas pour lancer de longs ballons vers l'avant en profondeur, mais on a soit McMahon qui est très bien placé et qui est très loin de ses buts pour justement anticiper ses prises de profondeur, ou alors un William Saliba qui est sur tous les ballons. William Saliba qui a fait un match exceptionnel. Et on se retrouve donc avec une première mi-temps assez pauvre. Ça se voit d'ailleurs au stat 0,38 XG à 0,08 pour la Belgique, 9 tirs à 1. Une équipe de Belgique qui, comme j'ai dit, a été inoffensive. C'est vraiment surprenant parce que quand on voit la composition d'équipe, Doku, Openda, Lukaku notamment devant, un De Bruyne plus reculé pour peut-être avoir plus de contrôle, eh bien on voit que la Belgique a fait un plan totalement différent et qu'on voit une attaque belge, notamment Carrasco ou encore Openda, très très neutre. Je veux dire, on ne voit pas souvent. Pareil, Doku n'arrive pas à, lorsqu'il y a une transition belge ou lorsqu'il a le ballon, il n'arrive pas à faire la différence face à Koundé, puisqu'on a le retour ou de Griezmann ou de Kanté pour essayer de limiter au maximum l'impact de Jamou Doku pour l'empêcher de prendre de la vitesse et donc de déborder Jules Koundé sur le côté gauche. Et donc l'équipe de France va rentrer en deuxième mi-temps avec, j'ai envie de dire, une parole de doute où la Belgique va peut-être avoir deux ou trois situations, notamment celle-ci. On va voir William Saliba à l'heure de jeu qui ne va pour une fois ne pas hésiter à se projeter. Il va malheureusement perdre le ballon. Ça va arriver dans l'épée de Kevin De Bruyne qui va magnifiquement lancer Ferreira Carrasco qui fait un très bon appel derrière Hernandez. Il part au but et là on a un énorme retour de Théo Hernandez qui prend le ballon dans les pieds de Ferreira Carrasco. On voit ce magnifique geste défensif du latéral français et la joie de ses partenaires, la rage de Mike Maignan, d'Upamecano, de Saliba également qui sait que Théo Hernandez vient un petit peu de lui sauver sa peau. Une défense française qui s'est montrée extrêmement solide et c'est vraiment la force de cette équipe de France. Certes offensivement il y a des difficultés mais défensivement l'équipe de France a trouvé, j'ai envie de dire, son bon système, a trouvé ces hommes forts qui ont vraiment verrouillé les attaques belges, ou en tout cas à tenter, parce qu'on va voir qu'à une ou deux reprises, la Belgique a eu une situation pour ouvrir le score. Ça va être notamment le cas ici. Et toujours dans cette phase un petit peu après l'heure de jeu, où la Belgique reprend un peu le contrôle du ballon, on va voir Onana sur une magnifique passe de Bruyne qui va partir entre Jules Koundé et Upamecano. Il est un petit peu, on va dire, devant Kanté qui est en retard sur son duel avec Onana. Il va ensuite décaler Lukaku qui fait cet appel en retrait pour éviter et se défaire du marquage d'Upamecano. Lukaku va ensuite se présenter face à Maignan. Il va faire une énorme frappe qui va être déviée par Tchouaméni qui fait un magnifique retour. Et Mike Maignan va la dévier. Important, on le sait qu'on a vu un Hugo Lloris très très important dans les bons tournois de l'équipe de France. Mike Maignan est encore une fois présent pour stopper le tir de Romelu Lukaku. On va ensuite avoir une énorme occasion française sur un corner avec William Saliba qui va se retrouver étrangement dans la surface de réparation, mais pas dans la boîte, j'ai envie de dire, pour récupérer le ballon de la tête, mais à la surface de réparation pour se créer une occasion. Il va se défaire de deux coups sur un crochet pied du droit, il va frapper pied gauche, et là tout le monde voyait le but de William Saliba, le héros inattendu de la journée, mais sa frappe va passer à côté du but de Castells. Fin de match donc qui est un petit peu plus animé, où les équipes se découvrent peut-être un petit peu plus. Ça va presque coûter cher pour l'équipe de France, puisqu'on va avoir cette occasion, on va avoir un long ballon de De Bruyne pour Lukaku qui va faire usage de son jeu de corps sur Upamecano, il va la dévier pour Jérémy Doku, qui va feinter de revenir en arrière sur Tchouaméni, et donc il va prendre à contre-pied Tchouaméni pour ensuite faire une magnifique course. Là, on a Kanté qui est en retard sur De Bruyne, on a Upamecano qui est aspiré par l'appel de Carrasco, et donc Doku va avancer, il va donner à Kevin De Bruyne va peut-être faire l'erreur.
il ne va pas la contrôler, il va la laisser avancer pour pouvoir être en meilleure position pour tirer. Mais on a là un magnifique retour de Théo Hernandez qui va donc gêner en partie la frappe de Kevin De Bruyne, qui va donc l'empêcher d'ouvrir son pied. Il va fermer son pied et permettre avec Maignan de s'étendre pour, encore une fois, arrêter le ballon belge. Ça fait 2 grosses situations pour la Belgique où Mike Maignan se montre décisif et on va avoir ensuite une action anodine à la 85e minute, une attaque belge, un très très bon, j'ai envie de dire, duel remporté par William Saliba qui a fait un énorme travail sur Romelu Lukaku qui a vécu un enfer cet après-midi face aux défenseurs d'Arsenal. Ballon donc récupéré par l'équipe de France qui va partir en transition. Encore une fois, Antoine Griezmann qui va calmer le rythme, ce qui a tendance à agacer puisqu'on là on partait sans une attaque française, on partait sur une nouvelle phase de possession et on partait potentiellement sur un jeu stéréotypé, sur un jeu où voilà, l'équipe de France en deuxième mi-temps a peut-être montré plus de choses, notamment côté gauche, on a vu Mbappé beaucoup plus provoqué, mais l'équipe de France qui donc calme le rythme, comme si l'équipe de France voulait aller en prolongation, et on va avoir une phase de possession assez magnifique dans la construction. Kanté qui va donner à Griezmann, Griezmann qui va décaler sur le côté Rabiot, Rabiot va donner à Mbappé, Mbappé va la décaler sur Théo Hernandez, et là on a la première vraie phase offensive où l'équipe de France a multiplié les mouvements, a multiplié la création d'espace et a créé le décalage qui va amener au but, vous allez le voir, puisque Théo Hernandez va se défaire, il me semble que c'est de Castagne. Là on va avoir l'appel de Rabiot qui va un petit peu contraindre Nana à boucher l'angle, s'il va laisser la place à Théo Hernandez pour avancer. Là, pareil, on a un Mangala qui voit Kolo Muani, mais on a un Griezmann derrière, donc feinte, j'ai envie de dire, de Hernandez de passe à Kolo Muani en pivot pour le donner à Griezmann. Griezmann, première intention pour Koundé sur la droite, Koundé qui a le champ libre, alors il va un petit peu tarder, on peut le reprocher parfois, ça a été le reproche qu'on a pu faire à Koundé durant le match, de ne pas être assez, on va dire, instinctif dans sa manière d'attaquer. On a vu beaucoup de fois éviter les centres première intention pour revenir en arrière, notamment sur N'Golo Kanté qui apportait énormément en soutien. Il va justement la jouer derrière sur N'Golo Kanté qui, en une touche, va la donner à Kolo Muani. Et là, peut-être l'erreur de Vertonghen. Il est très très loin de Kolo Muani. Il ne l'empêche pas de se retourner. Ce que va faire Kolo Muani, il va se retourner, frapper, et ce ballon va être, j'ai envie de dire, contré par Vertonghen et va tromper Castells. 1-0 pour l'équipe de France. La Belgique ne reviendra pas. L'équipe de France donc se qualifie pour les quarts de finale grâce à cet homme, Randal Kolo Muani, qui est rentré à l'heure de jeu pour remplacer Marcus Thuram qui était en difficulté. Et Kolo Muani a fait une très très bonne entrée. Il avait été très très mauvais dans son entrée face à l'Autriche, neutre face à la Pologne où il est rentré dans un match bourbier où c'est vraiment un match où l'équipe de France était à ça de perdre face à une Pologne qui était déjà éliminée. Là, il a fait une vraie entrée de bonhomme, rentré en numéro 9, il a mis de l'impact, il a mis du pressing, il a été plutôt juste dans ses choix, il n'a pas hésité à se projeter, à jouer en pivot, à jouer en déviation en une touche pour participer au jeu offensif, à décrocher également pour aider ses partenaires, j'ai envie de dire, à avancer et à, j'ai envie de dire, mettre un petit peu d'engrenage dans les attaques françaises. Et Kolo Muani qui est récompensé. Didier Deschamps d'ailleurs était très content pour lui à la fin du match puisqu'il qualifie l'équipe de France en quart de finale de cet Euro 2024. Didier Deschamps peut être très heureux son mantouche avec Guy Stéphane et Franck Rayo, son staff. Didier Deschamps qui a énormément souffert dans un match où l'équipe de France, on le voit, a quand même globalement dominé. 19 tirs à 5, mais seulement 2 tirs cadrés pour 19 frappes. C'est vraiment trop peu et c'est là où on voit, je l'avais dit en preview, j'attendais un match assez pauvre techniquement. Ça a été le cas avec des équipes qui voulait gagner, ça n'a pas forcément été le cas, mais on a quand même vu cette équipe de France avoir la maîtrise du ballon face à une équipe de Belgique qui avait décidé de subir pour mieux prendre en compte l'équipe de France, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. On a vu également, cependant, une équipe de Belgique qui a eu 5 tirs certes, mais a eu 2 ou 3 énormes situations. Je pense encore à celle de Lukaku ou à celle de Carrasco qui part seul face au but et qui est bien repris par Théo Hernandez. La Belgique avait les situations pour ouvrir le score, mais elle n'a pas réussi. Et l'équipe de France, avec 19 tirs, mais dont beaucoup n'ont pas été dangereux pour la Belgique, et bien réussi à s'imposer grâce à un contre son camp. Encore une fois, l'équipe de France n'arrive pas à marquer un but dans le jeu par soi-même, puisque le but a été accordé à Vertonghen et non pas à Kolo Muani, ce qui est peut-être dommage pour la confiance de Kolo Muani, mais je pense que ça lui fait du bien quand même d'être sur l'action du but. L'équipe de France donc qui s'impose 1-0 en quart de finale. Jules Koundé, l'homme du match, un des hommes forts de cette équipe de France dans ce match, également dans cet Euro. Jules Koundé qui, on le sait, joue à ce poste de latéral droit un petit peu de manière contrainte parce qu'il n'y a pas vraiment de top joueur sur ce poste en équipe de France. C'est un poste par défaut pour lui, mais il montre depuis le début de l'Euro une force défensive impressionnante. Il a réussi à très très bien contenir Jérémy Doku aujourd'hui, qui n'est passé qu'une ou deux reprises en fin de match pour pousser, pour permettre à la Belgique d'égaliser. Et offensivement, il a beaucoup plus participé aujourd'hui que d'habitude. Alors certes, ce n'est pas un latéral droit offensif qui va provoquer, faire des dribbles, centrer de manière idéale, mais il a quand même réussi à amener 2-3 centres, à bien combiner avec Antoine Griezmann par séquence, notamment au début de match où il y a un de ses centres trop forts qui malheureusement va en touche à l'opposé, mais on a vu de bonnes combinaisons avec Antoine Griezmann. Donc bravo à Jules Koundé, immense bravo à William Saliba qui aurait
très bien plu aussi être homme du match, lui qui a été impérial. Il y a cette petite erreur à l'heure de jeu, mais heureusement qu'il est rattrapé par Théo Hernandez, mais il a été impressionnant dans son agressivité, mais sa bonne agressivité pour faire comprendre aux Belges qu'il était là, qu'il n'allait pas se laisser faire et qu'il allait défendre cette équipe de France et cette cage de l'équipe de France. On l'a vu maîtriser Romelu Lukaku dos au jeu, il n'a jamais permis à Lukaku de se retourner, faire des interventions très rugueuses, mais qui ont permis à l'équipe de France ensuite de partir en transition. Également 2 ou 3 prises de règles par-ci par-là qui ont permis de casser des lignes. Donc bravo William Saliba qui s'est imposé comme le patron de cette défense française, lui qui était parti pour être un remplaçant, qui avait été critiqué au mois de mars par Didier Deschamps. Eh bien là, il est le patron de cette défense française qui certainement sera l'élément clé de l'équipe de France pour la suite de la compétition, puisque l'équipe de France reste encore une des meilleures défenses de cet Euro avec seulement un but encaissé, c'était face à la Pologne. Parlons un petit peu du milieu de terrain. Tchouaméni, qui pour moi était le meilleur milieu de terrain. On a vu un Rabiot trop neutre, c'est-à-dire on l'a vu prendre le moins de risques possible. Idem pour Kanté, même si Kanté a essayé d'en prendre un petit peu plus, il n'a pas forcément toujours été juste, parfois également dépassé défensivement. On l'a vu plusieurs fois en retard sur des situations rapides de la Belgique sur Onana ou sur Kevin De Bruyne. Ça a d'ailleurs pu coûter cher à l'équipe de France par séquence, comme on l'a vu dans le débrief. Mais Tchouaméni, lui, a réussi à faire son premier vrai bon match de l'Euro. Il avait été assez mauvais face aux Pays-Bas et face à la Pologne. Cette fois-ci, en tant que troisième central, il arrive, je trouve, à superbement eh bien, gérer le tempo et avoir une vision globale du jeu de l'équipe de France avec ses magnifiques renversements. Il a aujourd'hui tenté de casser des lignes. Il n'a pas joué en tant que sénateur en essayant de jouer à gauche à droite, à jouer à la passe à 10. Il a vraiment tenté de casser des lignes. Il a pris également sa responsabilité devant, tentant 2 ou 3 frappes. On sait que les frappes de loin amènent beaucoup de buts durant cet Euro. Donc bravo à Aurélien Tchouaméni. Mais maintenant, il faut parler de l'attaque. À l'image de cette équipe de France, c'est Antoine Griezmann qui a été encore une fois en grande difficulté aujourd'hui dans le jeu offensif. C'était un petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, on l'a vu sembler être perdu sur le terrain, ne pas savoir quoi faire, ne pas trouver ses partenaires. Et plus globalement, c'est l'attaque française qui, encore une fois, est en grande difficulté aujourd'hui. Un Kylian Mbappé peu inspiré qui ne semble plus faire de différence. Un Marcus Thuram qui, encore une fois, est beaucoup mieux, même si il n'a pas été si horrible que ça aujourd'hui, mais en jeu de déviation sur des longs ballons que l'équipe de France a pu faire parfois. Alors, Olivier Giroud a été 10 000 fois plus utile, surtout face à un bloc bas, même, j'ai envie de dire, sur des ballons à ras de terre, sur des combinaisons, pour pouvoir justement jouer au but en appui remise. Je pense qu'Olivier Giroud aurait beaucoup plus posé sur cette défense belge, mais Olivier Giroud n'était pas la condition physique. Et voilà, une équipe de France donc qui n'a même pas fait rentrer Dembélé, même pas fait rentrer Barcola. C'était un petit peu le vœu des supporters à la mi-temps. On voyait un manque de, j'ai envie de dire, un manque de percussion côté français sur les côtés, notamment Mbappé qui n'a vraiment très peu provoqué la défense belge. Mais finalement, Didier Deschamps n'a fait qu'un seul changement, c'est d'être entré de Colomboigny, qui heureusement pour lui a été favorable. Et l'équipe de France donc qui se qualifie pour les quarts de finale et qui affrontera une valeureuse équipe du Portugal. Et oui, ce sera France-Portugal. Ce sera vendredi prochain à 21h, puisque le Portugal s'est qualifié en battant la Slovénie, non pas 3-0, mais 3-0 au tir au but, puisqu'il y a eu 0-0 au bout de la prolongation. Un Portugal qui a eu de nombreuses situations, qui a ultra dominé ce match avec une première mi-temps plutôt bonne, une deuxième mi-temps un peu plus complexe où elle a longuement buté sur la défense slovène. On a vu de bons éléments, je pense à Vitinha évidemment, Vitinha qui encore une fois était très bon milieu de terrain, qui a pourtant été sorti à l'heure de jeu par Roberto Martinez, choix pas forcément compréhensible. On a eu un très bon Palhinha également, que je trouve a fait une première mi-temps exceptionnelle pour gratter les ballons, pour lancer les projections notamment de Léo, qui encore une fois euh, a pêché dans un dernier geste, mais qui je trouve a été beaucoup plus percutant, qui a beaucoup plus pris ses responsabilités de créateur que lors des autres matchs où il avait vraiment été, je trouve, à la rue complet en jouant en dilettante. Il a été aujourd'hui plutôt bon. Maintenant, la seule interrogation pour ce Portugal, c'est Cristiano Ronaldo, qui a beaucoup plus participé au jeu aujourd'hui que d'habitude et qui, je trouve, a fait un bon match, mais il est numéro 1 du Portugal. Il a beaucoup de situations pour tuer le match, notamment en toute fin de rencontre où il y a un magnifique ballon de Diogo Jota qui a fait une très bonne entrée et qui a magnifiquement percuté. Il lance dans le dos de la défense Ronaldo qui bute sur Yann Oblak. On va également voir Ronaldo en fin de première de prolongation qui va avoir un penalty sur encore une fois une bonne percée de Jota qui a fait une très très bonne entrée. Mais son penalty va être arrêté par Yann Oblak. Et on a cette terrible image de Ronaldo qui, à la mi-temps de la prolongation, est en larmes, est en pleurs, pensant qu'il a loupé le coche pour le Portugal. Il est ici consolé par Dalot. Ce sentiment aurait pu être encore plus grand si Benjamin Sesko avait pu, sur cette occasion énorme, tuer le match et donner l'avantage à la Slovénie sur une perte de balle de Pepe au milieu de terrain. Sesko se présente seul face à Diogo Costa, mais il va perdre son duel. Le gardien portugais prend l'ascendant psychologique et ça va être le cas ensuite sur les tirs au but où le Portugal va s'imposer 3 tirs au but à 0. Les 3 tentatives slovènes ont été arrêtées par Diogo Costa qui a sauvé les siens.
Cristiano Ronaldo a réussi son tir au but, même si on l'a vu en doute sur sa course d'élan où il a longuement hésité. On sentait qu'il savait pas s'il voulait tirer fort, placer. Donc voilà, mais un Cristiano Ronaldo qui finalement est heureux. Le Portugal est qualifié dans la douleur. Il va falloir faire quand même attention du côté du Portugal parce que cette équipe du Portugal va avoir une demi-heure, trois quarts d'heure en plus dans les jambes que l'équipe de France qui, elle, a déjà joué plus tôt et a moins joué. Une équipe du Portugal qui a longtemps buté sur un très très bon verrou slovène, alors face à une équipe de France qui est réputée pour une défense solide. Qu'est-ce que cela peut donner? On a un Roberto Martinez qui a du mal à prendre ses responsabilités. Il fait sortir Vitinha à l'heure de jeu alors que c'est le meilleur sur le terrain. Il ne fait pas sortir ni Bruno Fernandes ni Bernardo Silva qui au fur et à mesure du match commence à devenir des boulets alors qu'on a du côté gauche un Leao qui lui est plutôt bon et sort pareil à un quart d'heure de la fin. On a un Cristiano Ronaldo qui n'est pas efficace devant et qui, parce que c'est Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez ne veut pas le faire sortir pour Gonzalo Ramos. C'est d'ailleurs ce qui a été reproché, j'en ai parlé dans la preview du Portugal au début de cet Euro, c'est que Roberto Martinez, on lui reproche au pays de ne pas s'être séparé de Cristiano Ronaldo qui reste accroché à la sélection. Et on voit que ce soir, c'était à ça de coûter cher à Roberto Martinez parce que le Portugal était à ça de se faire éliminer sur le face-à-face de Benjamin Sesko. Mais le Portugal a fini donc par se qualifier, il affrontera l'équipe de France en quart de finale. Une équipe de Slovénie qui est éliminée aux portes des quarts de finale, qui a été une belle équipe parmi les petites équipes, j'ai envie de dire. En dessous quand même de la Slovaquie, je dirais, et même en dessous de la Géorgie. Une équipe avant tout basée sur un très bon bloc défensif. Un Benjamin Sesko qui n'a pas vraiment été en vue. Il a était plutôt bon dans le jeu, mais dans ses 1 contre 1, dans ses situations d'attaque, il n'a pas été assez clinique. Lui qui est amené à être un grand buteur dans le futur, on l'évoque dans plusieurs grands clubs européens cet été. La Slovénie qui donc sort aux portes des quarts de finale, qui aurait pu l'emporter ce soir avec ce duel, mais même avant, il y a 2-3 situations où la Slovénie doit faire mieux sur des situations de transition. Mais je pense que la meilleure équipe l'emporte ce soir, c'est le Portugal. Et on aura un magnifique Portugal-France vendredi prochain à 21h, qui suivra un autre magnifique quart de finale, l'Allemagne-Espagne de 18h. On aura un vendredi exceptionnel qui s'annonce, et évidemment, on sera là pour en parler. Demain, les derniers huitièmes de finale avec le Roumanie-Pays-Bas à 18h où, je maintiens à mon avis, je vois l'upset, la Roumanie qui élimine les Pays-Bas, et à 21h, un alléchant Autriche-Turquie, deux des équipes qui ont montré plutôt bonne impression lors de la phase de groupe, qui vont s'affronter pour une place en quart de finale et affronter donc le vainqueur de Roumanie-Pays-Bas. Il faut se dire qu'une de ces quatre équipes ira forcément en demi-finale. En tout cas, voilà. Un gros programme qui vous attend demain. Évidemment, on sera là pour en parler. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette journée. Est-ce que pour vous, l'équipe de France, avec un match aussi compliqué, mais malgré tout une victoire, a les armes et a surtout cette bonne étoile, cette solidité pour aller au bout et remporter le titre de l'Euro, sachant qu'elle va encore devoir affronter le Portugal, potentiellement l'Espagne ou l'Allemagne en demi-finale, et pourquoi pas même l'Angleterre à Berlin le 14 juillet. Dites-le moi en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire à demain. Désolé pour mes amis portugais, il n'est pas assez parlé du Portugal, mais il me semble important de parler avant tout de l'équipe de France ce soir. Et voilà, j'espère que vous ne voudrez pas trop. De toute façon, on aura le temps de reparler du Portugal dans la preview des quarts de finale. Évidemment, on sera là pour en parler. Donc, je vais vous laisser. Vous souhaiter une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous me regardez. Et d'ici là, n'oubliez jamais, vive le foot.